Et à tous, en direct de la Chambre des notaires de Paris, bienvenue pour la suite de ces soirées consacrées aux élections municipales à Paris 2026. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous êtes plus de 200 et je sais que les replays ça marche par milliers, donc merci. Après Pierre-Yves Bournazel, après Sarah Knafo et Rachida Dati, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Grégoire. Bonsoir. Vous êtes le candidat de l'Union de la gauche et des écologistes. Merci de participer à cet exercice. Alors en ce moment, vous creusez l'écart au premier tour avec Rachida Dati, 35%, 27% selon le dernier sondage, mais le deuxième tour reste très incertain. Incertain aussi quant au nombre de participants, c'est ça la grande inconnue pour ce second tour, peut-être jusqu'à 5. Nous sommes en compagnie de Pierre Tarade, le président de la Chambre des notaires. Merci de nous accueillir dans cette magnifique salle. Bonsoir. Bonsoir, avec vue sur... Vous reconnaissez derrière vous facilement? On me dit qu'on voyait la fenêtre du premier adjoint. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai, parce que le bureau du premier adjoint est au deuxième étage sur l'aile Rivoli. D'accord, bon. On voit la tour Saint-Jacques réciproquement, mais on ne se voit pas l'un l'autre. Alors, tout d'abord, pour commencer, et pour vous connaître un peu de façon plus originale, je vais vous soumettre quelques chiffres qui vous concernent directement personnellement et vous allez nous dire à quoi ils correspondent. Le chiffre 4, c'est votre vie personnelle et vous êtes un sportif. Ah oui, et 4, c'est quoi? Le nombre de marathons que j'ai couru. Que vous avez couru. Exact. Et pour tout vous dire, je nourris l'espoir de courir le premier marathon comme maire de Paris. Je suis moyennement affûté physiquement là. C'est un marathon, la campagne électorale en ce moment? Oui, c'est un marathon, mais pas de course à pied. Honnêtement, c'est un exercice physique très exigeant. Une campagne, c'est très dense. Et je crois que mes longues séances de running m'aident beaucoup. Bon, très bien. Autre chiffre. 10 et 10. 10 et 10, aucune idée. 10 ans dans le privé, 10 ans à la mairie en tant qu'élu. Un peu plus, mais maintenant, j'ai travaillé une grosse dizaine d'années dans le privé et c'est à peu près moite-moite, un peu plus maintenant dans la vie publique, parce que je suis élu depuis 2014. Mais que j'ai travaillé comme collaborateur. C'est comme ça d'ailleurs que je suis rentré en politique, pas en politique militante, parce que j'étais déjà militant avant, mais je travaillais dans le privé. J'ai commencé à être collaborateur, chef de cabinet de Bertrand Delanoë et d'un Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Mais ma vie publique est plus longue que ma vie privée maintenant. Enfin, ma vie dans le privé. Et dans le privé, vous faisiez quoi? Dans le privé, j'ai d'abord eu une aventure de start-upper, parce que j'ai, dans la grande émergence de la nette économie de la fin des années 90, j'ai créé des start-up. Et ensuite, j'ai bifurqué 4-5 ans après dans le secteur du conseil et en particulier dans la stratégie et l'organisation des soins, qui était un peu mon métier. Alors, je vous donne le programme de la soirée. On aime aller au fond des choses ici, chez les notaires. On veut vraiment analyser vos propositions, vos programmes, notamment sur le logement, sur le climat, le commerce, l'attractivité économique et le Grand Paris. Tout d'abord, Pierre Tarade, je vous laisse le soin d'introduire cette soirée avec Emmanuel Grégoire. Merci. Alors, pour les autres soirées, j'ai dû présenter la Chambre aux candidats. Ici, je me suis rendu compte, quand nous avons monté l'escalier ensemble, que je n'avais pas vraiment besoin de vous présenter ce bâtiment que vous connaissez. Vous avez même eu un œil bienveillant sur les travaux. Voilà. C'est un très beau projet et il est très moderne, il est très performant et je l'ai beaucoup soutenu, oui. Mais je vais quand même rappeler où nous sommes, puisque nous sommes au Châtelet, donc en plein centre de la ville de Paris, et on aime à dire que les notaires ont une place centrale dans la vie de leurs concitoyens et dans la vie de la ville, que cet emplacement illustre finalement assez bien. C'est ça qu'on voulait faire avec les travaux que vous connaissez. Et c'est aussi parce que nous sommes là dans une position centrale que nous avons à cœur d'écouter les différents candidats, de participer ou d'assister au débat pour les municipales. Vous savez que par nos fonctions, nous sommes au plus près de nos concitoyens, de leur vie, de leurs préoccupations. Nous sommes aussi par nos fonctions d'officiers publics des relais de l'autorité. Donc nous sommes des moyens de dialogue entre la vie publique que vous venez de citer et la vie privée de nos concitoyens, ce qui motive des séances comme celle-ci aujourd'hui et ce qui explique pourquoi nous avons un regard sur les différents sujets qui vont être abordés dans un instant. Merci Pierre Tarade. Et parmi ces sujets, celui qui te concerne beaucoup ici, c'est le logement. On va commencer par ça, si vous voulez bien. C'est pour vous, je crois, la première des batailles. Sous les deux mandatures d'Anne Hidalgo, les familles ont fui la capitale. Les chiffres disent 180 000 habitants en moins en 12 ans. Comment est-ce que vous comptez faire revenir les classes moyennes notamment? Alors d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravi de vous retrouver président et ravi de retrouver cette profession qui a un lien très fort avec la ville pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir. Permettez-moi de corriger l'expression. Après, c'est un jugement, mais les familles
familles ne fuient pas Paris. Les familles sont chassées de Paris par les coûts de l'immobilier. Les gens qui quittent Paris parce qu'ils trouvent que Paris c'est nul, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je connais surtout des Parisiens, des familles qui, dans des moments de vie importants, c'est quand on se met en ménage, quand on a une naissance, parfois la deuxième, la troisième, quand on se sépare, sont confrontés à des prix de l'immobilier qui les obligent à partir, et je le comprends ainsi, souvent à regret. On a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, avec un axe particulier qui est celui du logement social. Nous allons poursuivre cet effort, mais l'innovation de notre projet, il repose sur deux choses sur lesquelles je crois que nous avons des intérêts partagés. La première, c'est le développement d'une offre de logement abordable, c'est-à-dire en gros des foncières sur des amortissements beaucoup plus longs, permettant de sortir des prix en logement locatif 20 à 25% en dessous du prix de marché. C'est l'objet de la foncière dont j'avais piloté la création, qui deviendra désormais opérationnelle, la foncière logement abordable, qui est un nouvel outil d'intervention publique et qui n'est pas en statut de logement social. C'est un produit typiquement locatif pour les classes moyennes à Paris. Et ça fonctionne comment exactement? Et est-ce que ça coûte de l'argent? Malheureusement, toutes les bonnes choses de la vie coûtent de l'argent. C'est valable pour tout. Et donc, le principe est d'avoir des capitaux mobilisés pour de l'investissement long terme, y compris en associant des partenaires mutualistes, assurantiels, bancaires, sur lesquels il y a des ratios de sécurité imposés par les normes européennes de couverture de risque, dans lequel le rendement locatif est quelque chose qui est moins attendu que la valeur d'actifs en pied de bilan en sécurisation des ratios de risque. C'est peut-être compliqué, mais je sais que dans la salle, tout le monde a compris ma phrase. Et en ligne, bonjour à tous, également. Et donc, ça permet d'avoir des rendements plus faibles, donc d'avoir du logement plus faible. Alors on ne peut pas faire ça n'importe où, je le redis, dans une ville dont la disponibilité foncière a fondu au gré des grands programmes de rénovation urbaine et de construction des 4 mandatures précédentes, mais dans lequel il reste des réserves foncières sur les secteurs Port de la Villette, sur les secteurs Gare des Mines, Brunzeau, Piton du Vernois, Bédier-Houdinay et un peu Bercy-Charenton. Et puis, sur ce qui reste les grandes opportunités foncières intramuros, de la reconversion tertiaire. C'est un levier d'opportunité qui était très théorique avant, compte tenu de sa complexité, vous le connaissez par cœur, fiscale et financière. Vous y croyez, transformation de bureaux en logement, en fait, j'y crois pour une raison très simple, qu'il y a une mutation profonde de la demande de bureaux. Elle a augmenté considérablement dans l'hypercentre de Paris, quoique même là, on revoit un petit vacances qui a réaugmenté 3 vers plutôt 25% en ce moment. Mais ça a baissé considérablement post-Covid, et là, ça remonte un peu. Mais il y a une baisse structurelle de la demande de bureaux qui fait qu'on a 6 millions de mètres carrés de bureaux vides à l'échelle du Grand Paris, 1 million de mètres carrés vides, et on n'arrivera plus à sortir de bureaux en blanc dans des secteurs entiers où dans les ZAC, il y avait encore du tertiaire programmé. Donc on a des opportunités pour faire repivoter un certain nombre de stratégies foncières et d'aménagement urbain. Mais le point principal, et qui, je le crois, rejoint un intérêt partagé que j'évoquais, c'est la question du choc d'offres. On ne va pas se raconter des histoires. Dans un monde hyper spéculatif et hyper financiarisé en matière de logement, on ne peut pas corriger tous les excès ou les défauts du marché, mais on peut le réguler. Et le réguler selon un principe simple. Il y a 1,4 million de logements à Paris, il y en a 300 000 qui sont vacants, c'est 1 sur 5, autour d'enjeux que vous connaissez par cœur, du meublé touristique, de la résidence secondaire et de la vacance frictionnel, mais qui est frictionnel très long, puisqu'on a plus de 8000 biens qui sont vacants depuis très longtemps, sur lequel nous avons des outils, certains que nous avons négociés, qui sont plutôt d'ordre fiscaux, négociés dans le cadre du projet de loi de finances, mais d'autres sur lesquels nous allons créer une brigade de protection du logement, dont l'objectif est de faire revenir une partie du stock de ces 300 000 logements sur le marché. Comment ? Cette brigade, le mot peut faire peur pour certains, c'est quoi la brigade de protection du logement ? C'est bien son objet. La brigade de protection du logement, elle est chargée de lutter contre la fraude, notamment les fraudes aux destinations et les fraudes de meublés touristiques illégaux, qui sont estimées, selon l'administration fiscale et nos propres services, autour de 25 000 à peu près. Nos chiffres ne sont pas les mêmes, c'est difficile, mais enfin on a à peu près une masse qui se ressemble. On a la question de ma volonté d'interdire les meublés touristiques permanents. Les permanents, les Airbnb permanents, exactement. vous n'en voulez plus? Non, je n'en veux plus. D'abord, avec le PLU bioclimatique, nous avons bloqué un certain nombre de choses grâce aux évolutions législatives pour lesquelles nous sommes longuement, peut-être même trop longuement battus, heureusement rejoints dans ce combat par de nombreux maires, et quelle que soit leur couleur politique, Biarritz, Nice, Saint-Malo, etc.
Et deuxièmement, la lutte contre les vacances de logement par la fiscalité et la question de la régulation des résidences secondaires. Nous sommes sur une crise tellement grave que la question de faire revenir ces logements vacants dans le marché du logement est fondamentale, soit dans le locatif, soit quand les gens ne souhaitent pas le louer, qu'ils le remettent sur le marché, sur la vente. On a besoin de recréer de la fluidité dans le marché immobilier et c'est tous les outils un peu nouveaux que nous avons conçus. Interdire les nouvelles résidences secondaires, ça veut dire quoi exactement? D'abord, ce n'est pas à la portée du maire de faire ça. Il y a un sujet plaidoyer sur des évolutions législatives. Je le redis, où nous nous réunissons avec tous les maires qui assistent à une crise vraiment structurelle et très profonde sur le marché du logement, sous un double effet qui peut se cumuler, d'attractivité économique et ou d'attractivité touristique. Et il faut qu'on enraye l'augmentation au risque de voir des immeubles entiers se voir substituer. Dans un produit, vous connaissez bien, l'immobilier parisien, c'est à la fois un charbon pied-à-terre quand on en a besoin, et par ailleurs un plutôt bon produit de placement, dont le rendement locatif est assez secondaire. En réalité, son intérêt, c'est la dynamique de montée des prix de l'immobilier, qui est vraiment le modèle avec lequel des gens avertis et malins ont fait d'importantes opérations immobilières. Et donc, on veut, moi je pense que comme dans toute chose, il y a des excès et qu'il faut en l'occurrence les réguler. Vous voulez taxer aussi les maxi-propriétaires. C'est qui les maxi-propriétaires et quelles taxes? Là, le sujet, c'est la question, là aussi, de négociation fiscale. Nous avons une partie importante du stock de logements qui appartient à des multipropriétaires, hein, avec plus de la moitié des biens appartiennent à des propriétaires de plus de 5 biens. Et nous pensons qu'il faut dénouer un peu ça pour remettre de la fluidité sur le marché de l'immobilier, notamment à vocation d'habitat principal. Alors, certains dans la salle ou en ligne pourront trouver que c'est attentatoire au droit de propriété. Mais le principe de toute norme, de toute loi, c'est de réguler l'intérêt particulier au nom de l'intérêt général. Et en l'occurrence, je le dis, nous vivons une crise du logement qui est une crise sociale qui sera insoutenable, qui créera des désordres et des déséquilibres économiques préjudiciables à nos pays et à notre économie française en général et à son attractivité long terme. Et par ailleurs, je le dis, qui provoquera une crise sociale dont nous assumerons les conséquences vertigineuses. Vous n'avez pas peur d'aller dans une politique qui soit trop anti-propriétaire? Je mets des guillemets quand même, bien entendu. On a besoin des propriétaires pour mettre en location des appartements et pour faire vivre les familles et les loger. Toutes ces taxes, etc., toutes ces mesures, ces brigades, ça ne va pas créer des réticences? Alors, des réticences, sans doute. Mais le sujet, c'est est-ce que c'est efficace ou pas? C'est surtout ça le sujet. D'abord, tout bien a un propriétaire. Et heureusement que nos ambitions politiques, elles sont régulées par des verrous de sécurité qui sont très importants. C'est un droit constitutionnel dans lequel il y a un devoir d'indemnisation. Il y a eu de longs débats là-dessus, mais dont le devoir d'indemnisation est régulé par des juridictions indépendantes. C'est souvent le juge de l'expropriation. Donc ce que je veux dire, c'est que dans notre intention, il y a heureusement un équilibre à trouver qui sera ni attentatoire au droit de propriété, ni attentatoire sur le plan financier de ce droit de propriété. Mais simplement, nous, on veut remettre de la fluidité dans le marché. Il faut provoquer un choc d'offres en continuant à construire partout où c'est possible. Et honnêtement, le choc d'offres ne peut être envisagé qu'à l'échelle du Grand Paris et pas strictement à l'échelle de Paris intramuros. Mais on a besoin de loger les gens. C'est quelque chose de fondamental et c'est le rôle des politiques d'y répondre. On va zoomer maintenant sur le logement social. Vous voulez créer 60 000 logements. Alors la ville a déjà atteint le seuil légal de 25% de logements sociaux. Est-ce qu'il faut aller au-delà? On a discuté avec Rachida Dati la semaine dernière. Elle dit qu'elle parle de ghetto si certains arrondissements arrivent à 30 ou 40% de logement social et qu'il ne faut pas ghettoiser comme ça. D'abord, si elle avait concouru un peu plus d'efforts dans son propre arrondissement, on aurait pu en faire plus chez elle et moins chez les autres. Et moi, je ne suis pas contre cette idée qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Mais elle articule des phrases qui manquent de cohérence entre elles. On ne peut pas dire à la fois il faut loger les infirmières, les policiers, les éboueurs, les agents publics, les salariés qui font fonctionner l'économie parisienne. Et de l'autre côté, dire qu'il faut arrêter le logement social alors qu'il y a plus de 300 000 demandeurs de logement dans un parc privé qui exclut de fait 80% des salariés parisiens compte tenu des prix de l'immobilier
à Paris. 80% des déciles de rémunération sont exclus du marché libre. De fait, désormais, à Paris. Donc on veut continuer. On ne veut pas faire 60 000 logements sociaux, on veut faire 30 000 logements sociaux. Les autres 30 000, c'est les fameux logements abordables que j'évoquais, qui ne sont pas des logements sociaux au plan juridique du mot. Mais il se trouve que toutes les grandes villes dans le monde connaissent le même problème. C'est leur hyper-attractivité économique. Et le problème, c'est que nous avons des problèmes de charges foncières et de valeur des charges foncières dans les endroits où on a besoin de logement. Et dans les endroits où on n'a pas de problème de charges foncières, il n'y a pas d'emploi. Donc on doit résoudre cette équation. Elle doit être résolue à l'échelle du Grand Paris, je le redis, notamment en s'appuyant sur la livraison de la plus grande infrastructure de transport public depuis un siècle. C'est le Grand Paris Express qui va arriver dans les 4 ans qui viennent. Et donc la stratégie logement doit être construite à l'échelle métropolitaine, régionale, peu importe, mais main dans la main avec la région Île-de-France, la préfecture de région et la métropole du Grand Paris qui embarque le bloc communal. Et Paris doit y prendre sa part. Et donc, quand on dit tous, on doit héberger les agents publics. Quand vous êtes infirmier, infirmière, vous êtes certes de catégorie A, mais avec un niveau de rémunération qui ne vous permet pas d'accéder au marché privé. Le seul moyen de continuer à habiter à Paris et dire qu'on veut héberger les policiers, les infirmières, c'est de faire du logement social. Le reste, c'est du sexe des anges et de la poudre de perlimpinpin. Donc, on va continuer cela. Et je n'aime pas quand Rachida Dati sous-entend de façon, je le trouve, un peu inélégante, le sujet. Parce que quand on dit qu'il ne faut pas des ghettos, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en gros, il faut mettre des infirmières plutôt que des immigrés. Pardon, mais c'est ça que ça veut dire. Il faut se dire les choses. Et je trouve ça complètement irresponsable. D'abord parce que je rappelle une chose, c'est que le logement social, ça coûte. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que le logement social à Paris, ça coûte plus cher que l'accession à la propriété dans le périurbain très lointain. Et c'est un sujet aussi de soutenabilité, de maintenir un parc social qui soit attractif. Ensuite, et c'est à l'ex-ministre que je m'adresse, les catégories du logement social et les tranches de revenus qui y sont attachées sont définies par l'État, pas par les villes, par l'État. Les PLAI, les plus, les PLS, etc. Donc si elle avait des observations à faire en la matière, il aurait été plus judicieux qu'elle les formule à ses collègues au gouvernement que d'en faire le reproche à Anne Hidalgo ou à moi-même. Il se trouve qu'on applique la loi. Nous, on applique la loi sur les proportions, PLAI, etc. Et nous continuerons à appliquer la loi, parce que moi, je suis très attaché au respect de la loi. Un mot de la taxe foncière. Les Parisiens sont exaspérés par la hausse de la taxe foncière. Qu'est-ce que, si vous êtes élu, on peut faire pour cette taxe ? Alors, on va la maintenir. Je ne peux pas m'engager à la baisser parce que je ne saurais pas financer le programme et tout ce que tout le monde annonce en baissant la taxe foncière. D'abord, il y a qui annonce des économies à la mairie de Paris, par exemple, pour financer justement une baisse de la taxe foncière. Oui, mais il faut dire les économies, il faut dire où on les fait et quel pan de service public on ferme. C'est bien gentil de dire je veux plus de propreté, plus de sécurité. Ça veut dire que pour reprendre les chiffres de Madame Clafo, il faut licencier 11 000 fonctionnaires, outre le fait que c'est interdit. 20 000 même. Hein ? Elle est à 20 000 fonctionnaires. Ah bah là, il n'y a pas de raison de se priver, tant qu'à faire. C'est y compris la légèreté avec laquelle ceux qui n'ont aucune chance de devenir maire s'autorisent à dire des choses les plus fantasques. La réalité, c'est que nous avons, je le rappelle, une fonction publique à Paris qui est à 70% concernée par les filières ouvrières et techniques d'emploi de terrain. C'est ça, la masse salariale de la ville de Paris. Et que quand on veut faire des coupes dans les effectifs, il faut dire où. Alors j'ai entendu qu'il fallait faire plus de propreté, plus de crèches, plus de police municipale, et je crois avoir lu ça dans tous les programmes d'ailleurs. Donc il faut m'expliquer ce qu'il faut fermer par ailleurs. En revanche, la taxe foncière, d'abord je tiens à m'excuser. Nous avions dit que nous ne l'augmenterions pas. Donc il faut s'expliquer là-dessus. Et en l'occurrence, s'expliquer et s'excuser. Pourquoi nous l'avons fait ? Parce que nous avons connu 2 chocs exogènes qui ont défracté le monde entier. Les 2, la crise du Covid, 1, et deuxièmement, la crise ukrainienne. Donc à ce moment-là, s'est posé une question que vous connaissez par ailleurs par cœur, puisque tout le bloc départemental s'est fait fracturer, parce que les 2 principales conséquences de ces 2 chocs, outre les dépenses exceptionnelles, etc., c'est l'effondrement du marché immobilier. Non pas son effondrement en valeur, mais son effondrement en volume, qui fait que tous les départements de France ont plongé dans le rouge, et la ville de Paris a moins plongé dans le rouge, parce que c'est une collectivité à statut particulier, et elle a absorbé sur la part communale de son budget le drame des dépenses du choc sur le bloc départemental. Il aurait fallu faire des plans d'économie vertigineux, et aucune collectivité de France ne les a fait. Il aurait fallu réduire drastiquement l'investissement, ça aurait été extrêmement préjudiciable
à l'économie locale, puisqu'on ne fait que des invests, et c'est des emplois non délocalisables qui ont largement soutenu l'économie française. Et le dernier point que je veux mentionner, non pas pour j'en sois excusé, mais au moins pour un peu d'indulgence, c'est que nous avons beaucoup augmenté la taxe foncière, mais elle reste largement inférieure à la moyenne de la taxe foncière des villes de plus de 100 000 habitants. À tel point d'ailleurs que les collègues de Mme Dati au gouvernement, je parle des gouvernements, et ça veut commencer sous la gauche, continuent à augmenter les fonds de péréquation. Ils ont mis en extinction la dotation globale de la ville de Paris et augmenté les fonds de péréquation. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que la ville de Paris continue à être trop riche. Donc c'est difficile de nous faire à la fois le procès d'une ville en quasi-faillite, puisque ce sont les mots qu'ils emploient, mais en même temps de continuer à la ponctionner sans lui donner de dotation globale et en augmentant les fonds de péréquation. Et pourquoi ils le font ? Et c'est un sujet auquel j'ai moi-même assisté dans les débats entre des ministres du budget et les maires de Paris successifs, Bertrand d'abord et Anne Hidalgo ensuite. C'est qui dit l'argument qui pèse à l'Assemblée nationale sur ces enjeux, c'est de dire mais comment vous justifiez d'avoir de tels bénéfices de centralité dans la capitale qui justifient que vous ayez un taux de taxe foncière ridicule alors que vous avez des moyens et un bénéfice énorme par rapport à une petite commune où la taxe foncière va être 3 fois plus élevée et où il y a vaguement un parc et jardin et une piscine seulement les 2 mois d'été. Et donc il y avait une pression vraiment, honnêtement, pour que nous augmentions la taxe foncière et que nous la rapprochions de la moyenne nationale. Nous sommes encore très loin de la moyenne nationale. J'ai pris un engagement, c'est de ne pas la baisser, stabilisation, alors. Mais de ne pas l'augmenter. Exactement. Pierre Tarade, sur le logement. Sur le logement, par exemple. Oui. Sur le logement, nous avons un point de vue qui est celui de nos clients, donc c'est forcément un peu un point de vue de propriétaire, mais vous connaissez nos positions, on a déjà pu en parler. Nous constatons qu'effectivement, il y a aujourd'hui, mais vous l'avez dit, un nombre inégalé de logements qui sont sortis du marché. Ils sont sortis de 2 marchés d'ailleurs, du marché de la mutation et du marché de la location. Et ça, quand nous écoutons nos clients, nous constatons qu'en fait, ça résulte d'un découragement. Parce que vous avez cité les multipropriétaires, il se trouve qu'un propriétaire investisseur, un bailleur, il est en moyenne à Paris propriétaire de 1, quelque chose, 1, un peu plus d'appartements. Ça veut dire que l'immense majorité des propriétaires, ce ne sont pas des multipropriétaires, ce sont des propriétaires d'un appartement. C'est typiquement la classe moyenne qui a acheté un appartement pour loger les enfants le temps des études et puis qui ont gardé cet appartement comme investissement. Le même bailleur, c'est en général une personne âgée, les 2 tiers sont des gens qui sont retraités, et qu'en fait on a découragé. D'ailleurs, beaucoup en Île-de-France. C'est très homogène, c'est Paris et Île-de-France, c'est pareil, et même France entière d'ailleurs. Et donc on se rend compte que ce sont des gens qui sont découragés par la pression fiscale, découragés par la nécessité de mettre les logements au niveau. Et on va toucher du doigt le sujet du DPE qui n'est pas en cause en tant que tel, mais dont l'application est difficile parce qu'elle nécessite des travaux d'adaptation qui coûtent cher et qui sont parfois difficiles à réaliser dans l'haussmannien et difficiles aussi à réaliser dans un immeuble collectif parce qu'on dépend d'une décision d'assemblée des copropriétaires qui est rarement favorable. Vous allez me dire qu'il y a des aides, mais les aides, il faut aller les chercher. On parle de personnes qui sont âgées, retraitées, qui n'ont qu'un bien et qui en fait sont découragés. Et donc, nous ici à la Chambre de Paris, nous portons depuis quelque temps, et j'ai eu l'honneur de vous le présenter dans le bureau là-bas, où effectivement on ne voit pas la Chambre, et d'autres fois depuis, mais nous avons fait des progrès depuis. On a amélioré l'idée, parce qu'en fait il y a 2 idées. La première idée, c'est de se dire qu'effectivement, cette personne âgée qui est propriétaire d'un logement qu'elle ne met plus sur le marché, plutôt que de la sanctionner, il faudrait peut-être l'aider. L'aider à passer la main, parce qu'elle n'aura jamais l'énergie pour le faire. L'idée, c'est de l'aider à transmettre à la génération suivante, peut-être avec un avantage dans les droits de mutation à titre gratuit, mais avantage qui serait conditionné à ce que le donataire, les enfants, fassent les travaux et louent ensuite les biens, sans doute à des conditions de loyer plus modérées que le marché. J'ai dit qu'on avait sophistiqué le système, on peut ajouter une brique à ce système. On se rend compte aujourd'hui, le problème, c'est que ces gens qui ont finalement
peu de moyens en plus de l'investissement, ils n'ont pas les moyens de faire les travaux. Ils pourraient vouloir compter sur les loyers qu'ils ne peuvent pas toucher pour faire les travaux, mais ils ne peuvent pas mettre le bien en location tant qu'ils n'ont pas fait les travaux. L'idée pour sortir de ce blocage, c'est de les autoriser à mettre le bien en location, de mettre la passoire thermique en location, à condition d'accorder une franchise de loyer, une baisse de loyer, pour permettre aux locataires de faire les travaux de mise aux normes. Je vous livre, alors monsieur le député, mais peut-être demain monsieur le maire, parce que le maire de Paris, il a un poids politique qui devrait permettre de faire passer quelques réformes. Je vous repose ce programme. Je suis totalement d'accord avec ça. Et ma conviction, elle est simple. S'il y a une crise du logement locatif, c'est qu'il y a un détournement de l'investissement privé vers le logement locatif. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est peut-être beaucoup de contraintes pour peu de rendement. Mais la deuxième, c'est surtout parce qu'il y a plein d'autres secteurs plus rentables. Et quand vous voyez l'agilité, pour ne pas dire parfois la malignité avec laquelle ils essaient de détourner les règles pour aller sur des segments plus rentables, le meublé touristique évidemment, les baux civils, le co-living, enfin bref, les investisseurs ont toujours mille idées et des conseils avisés pour détourner l'esprit de la loi, etc. Et c'est absurde, et je l'ai dit 1000 fois, mais je crois qu'un certain nombre de professionnels du secteur de l'immobilier l'ont dit aux 162 ministres du logement qui viennent de se succéder en 3 ans, ce qui, effectivement, ne permet pas la constance de l'action, que c'était un sujet dramatique. Je crois qu'il y a dans une part importante de l'État, et peut-être à la tête de l'État, des gens qui n'aiment pas le logement au sens où ils pensent que c'est une économie de la rente. Sauf que c'est une économie qui est essentielle puisque ça touche à l'intime de la vie quotidienne et des conditions de qualité de vie. Et la deuxième chose, c'est l'un des secteurs qui a le meilleur taux de reversement fiscal à l'État sur emploi non délocalisable, etc. Je ne sais pas sur quel ton nous devons tous le dire pour qu'ils l'entendent. Je le rappelle, nous n'avons un peu infléchi ça, mais nous n'avons pas toujours pas corrigé des absurdités fiscales en matière notamment de surfiscalité du logement locatif par rapport au meublé touristique. On paye moins d'impôts quand on gagne de l'argent sur un meublé touristique que quand on loge des vrais gens. À quel moment on pense que ça va inciter les investisseurs à aller sur le logement locatif ? Donc, simplement, vous m'interpellez, mais vous le savez parfaitement, sur des sujets qui ne relèvent pas de la ville. Et donc, dans la rigidité du marché locatif, je suis désolé, on ne peut pas en accabler les maires. On peut reprocher plein de trucs, mais pas en accabler les maires, en l'occurrence. Y compris sur l'encadrement des loyers, j'ai entendu tout et son contraire. Un jour, j'ai fait un post en disant Rachida Dati est contre et Sylvain Maillard est contre. Sylvain Maillard m'a répondu mais c'est pas vrai, je suis pour. Et il a voté. Vous le gardez, l'encadrement des loyers. Vous le gardez. Oui, on le garde. C'est un dispositif qui n'est pas miracle. Et oui, il peut rajouter de la contrainte, des incitatives, on va dire, à l'investissement locatif. Mais la réalité, c'est que Paris n'est pas un marché de rendement locatif, pour une raison que vous connaissez par cœur. C'est que les gens n'achètent pas à Paris de l'argent pour... Il y a une forme de bulle spéculative qui est liée à sa trajectoire d'évolution des valeurs au mètre carré. Et c'est ça, donc il suffit d'avoir un tout petit rendement locatif pour couvrir le coût de l'emprunt ou le coût pour assurer la valeur au moment soit de la valorisation si on ne le vend pas, mais au moment de la vente quand on le revend 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard vu les cours. Donc moi j'ai plein d'idées à proposer au ministre du Logement, on ira ensemble avec grand plaisir, mais dans les contournements de la loi, il y en a un que nous surveillons aussi, parce que tout le monde est malin. On s'est beaucoup battu ensemble et on n'a toujours pas réussi sur les Sherdies à obtenir gain de cause, alors qu'il me paraît évidemment que c'est un détournement de l'esprit de la loi et je ne comprends pas que le gouvernement ne s'en saisisse pas. Mais comme c'est un sujet qui, à dire vrai, ne concerne pas beaucoup de territoires à part les grands centres urbains et Paris, on n'y est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Les autres nous disent ouais, vous êtes gentils, mais enfin, c'est pas notre truc, c'est pas notre sujet, faut difficile à expliquer. Donc on a plein de sujets à mener ensemble. L'intérêt partagé, c'est qu'il faut de la fluidité sur ce marché. 2, il faut réorienter l'investissement privé vers le logement en général et le logement locatif en particulier. Ça, c'est un sujet d'interpellation et d'action gouvernementale et législatif au sens fiscal du mot. Et troisièmement, mon obsession comme maire de Paris, à faire en sorte que les gens puissent habiter dans leur ville et que des familles puissent y vivre. Dernier point, là, on va aller aussi sur le climat avec le logement, c'est la rénovation énergétique. Vous donnez l'objectif de 200 000 logements privés rénovés. Comment, quelles aides, comment ça se passe ? Un objectif d'abord de notre propre parc avec 35 000 logements rénovés. 5 000 logements, c'est énorme.
j'ai entendu des chiffres 2 fois plus. Honnêtement, absorber. Pourquoi? Parce que quand il y a des rénovations lourdes, il faut vider les appartements pendant plusieurs années, les mettre ailleurs. Donc maintenir ce cap de 5 000 et la capacité du secteur de la rénovation à absorber la charge d'ailleurs est déjà un objectif majeur. On a gagné beaucoup en maturité sur l'ingénierie de la rénovation thermique. On a à peu près un tiers des copropriétés qui sont enregistrées à l'Agence parisienne du climat, qui a l'originalité de proposer une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation thermique du bâti. Moi, j'ai déposé une PPL sur la question de l'assouplissement des règles bâtimentaires, des règles de gouvernance en copropriété, qui est la fameuse, je ne sais pas si vous l'avez dans le viseur, la PPL contre les bouilloires thermiques. Donc là-dessus, on a une ingénierie qui est solide pour accompagner les copros, dans lequel il y a encore plusieurs angles morts. Le premier, c'est effectivement les règles de gouvernance de la prise de décision, même si, et en gros, vous avez dû en accompagner des copros, c'est vraiment fastidieux. Il faut qu'il y ait un leadership de portage de projet exceptionnel pour que ça avance vraiment. Deuxième sujet, un angle mort qui est celui des locataires, des propriétaires non occupants. En gros, quand vous êtes propriétaire occupant, rénover, ça vous bénéficie, donc vous en comprenez l'intérêt. Quand c'est un locataire, personne ne s'en occupe. Le propriétaire n'a pas nécessairement l'intérêt de le faire, y compris parce que la valeur marchande d'un bien rénové, sauf sur les classes les plus dégradées du DPE, n'est pas assez valorisée. Moi, par exemple, j'ai proposé un truc qui est le bénéfice, le DMTO variable, rénovation ou non rénovation, qui est une forme fiscale de reconnaissance de la rénovation thermique du bâti. Parce que le marché parisien est tellement tendu que le bénéfice d'une classe C ou d'une classe B par rapport à une classe G ou E n'est pas si évident que ça. Et ensuite, le troisième angle mort, c'est celui du financement. Donc, ce que vous avez évoqué me semble intéressant, c'est une bonne idée. J'aimerais bien que ça ne prive pas trop la ville de ressources, mais ou pas que nous, alors. C'est pas vous. Non, mais là-dessus, on a des mécanismes assez intéressants. D'abord, l'Agence parisienne du climat a une aide monétaire parisienne qui est Éco-Rénovons Paris, mais qui est assez faible si elle n'est pas complétée par ma prime rénov, pour être très clair. Qui a vocation à tendre vers le reste à charge nul pour les foyers les plus modestes, notamment les propriétaires modestes occupants qui n'ont pas les moyens de financer leurs travaux. Et là, on va essayer de faire un peu d'ingénierie financière pour trouver des mécanismes un peu nouveaux, qui est du remboursement in fine ou à la cession du bien, par exemple. C'est l'un des moyens d'accélérer. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'accompagner 200 000 rénovations de logements privés. C'est beaucoup. Alors, c'est peu au regard du parc de 1,4 million de logements, mais ça représente quand même 2 arrondissements. Donc, il y a ceux qui feront leur rénovation sans avoir besoin de nous, et tant mieux. Et il y a ceux qu'on va devoir accompagner. Mais en tout cas, dire que c'est vraiment le grand levier de l'exemplarité environnementale. Il est doublement vertueux pour l'environnement et en économie d'énergie. Et je le redis, dans le contexte géopolitique que nous connaissons, nous avons intérêt de faire bifurquer notre économie de sa dépendance aux énergies fossiles. Tant qu'on a besoin de gaz et de pétrole dans de telles proportions, nous avons une fragilité géopolitique et structurelle de notre économie qui se répercutera mécaniquement. On l'a vu sur la crise ukrainienne, ça a été un moment de tension de pouvoir d'achat. Donc soit vous étranglez les gens parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs charges, soit c'est vertigineusement coûteux pour les finances publiques, et donc à la fin, c'est quand même les gens qui payent. Et donc on a ce sujet de la rénovation thermique du bâti est essentiel, parce que notamment dans le plan climat de la ville de Paris et la trajectoire de neutralité carbone 2050, on a déjà fait beaucoup sur les mobilités. On va pouvoir continuer, mais les gains marginaux sur les mobilités, les moteurs se sont améliorés, il y a de plus en plus de vélos, de plus en plus de transports en commun. Les gains carbone sur les mobilités vont être moindres. En revanche, sur la rénovation thermique du bâti, c'est essentiel. Notre grand levier désormais, c'est combien on consomme d'énergie et comment cette énergie est produite. C'est un sujet des grands services urbains, et c'est le sujet auquel je vais m'attaquer pour la mandature. Le climat, donc, 1000 nouvelles rues piétonnes dans Paris, végétalisées, 5 grandes places végétalisées, c'est la Concorde, Trocadéro, Italie, République. Est-ce que c'est au risque de paralyser encore plus la circulation? Qu'est-ce que vous dites aux automobilistes quand même qui en ont marre? Les travaux d'Anne Hidalgo, les routes, etc. Qu'est-ce que vous leur dites? Que je les comprends et que je m'en excuse et qu'on ne fait pas ça pour les emmerder, mais au nom d'un objectif qui est majeur et qu'on devrait tous partager, qui est celui de rendre la ville plus agréable, plus vivable, plus respirable, notamment face aux pics de chaleur, et que je suis extrêmement soucieux, non pas de l'intérêt particulier de tel ou tel qui utilise sa voiture, mais
de respecter quelques grands fondamentaux. Le premier, c'est les activités économiques. Ils ont besoin de pouvoir circuler, et tant qu'on ne change pas ça, il y a une activité de base incompressible en logistique urbaine, etc., sur lequel on peut faire des choses en cycle logistique, en hub, en performance de taux d'occupation des véhicules. Le deuxième, c'est évidemment les personnes à mobilité réduite ou les besoins particuliers qui font qu'on ne peut pas se passer de sa voiture. Et ma philosophie, c'est pas d'être contre la bagnole, c'est de faire en sorte que tous ceux qui peuvent s'en passer s'en passent, de façon à ce que ceux qui n'ont pas le choix puissent le faire dans de bonnes conditions. D'abord, entre le tableau noir qui est fait et la vérité, il y a une petite différence, peut-être même une grande différence. Toute la littérature, depuis que la voiture a été inventée à Paris, montre que cette ville a toujours eu des embouteillages, etc. D'ailleurs, je le dis, pour la deuxième année consécutive, la congestion à Paris a diminué. C'est pas l'impression qu'ont les automobilistes. D'abord, je le comprends quand je suis moi-même en voiture, ce qui est rarissime, mais ce qui m'arrive de temps en temps. VTC, on voit ça. Alors moi, je prends pas de VTC ou de taxi à Paris, j'en ai pas besoin, mais des fois, tu as besoin de transporter un gros truc et tu trouves un copain ou un taxi qui permet de le faire. Ça m'horripile d'être coincé dans les embouteillages et c'est un irritant que je ne peux que comprendre. Et encore une fois, je suis là pour essayer de le résoudre. Mais les enquêtes, ces enquêtes TomTom, d'analyse de circulation, qui montrent que le calcul du temps perdu a chuté pour la deuxième année consécutive à Paris. Je ne vais pas oser formuler la phrase qu'il n'y a pas d'embouteillage à Paris, je le sais mieux que quiconque. Mais on peut faire plein de choses. C'est quoi les chiffres de diminution que vous avez? C'est TomTom. Mais le chiffre, c'est je crois que c'est moins 3%. Moins 3%. Bon, ça je vous laisse petit. Oui, mais c'est mieux. C'est mieux que plus. C'est mieux dans ce sens-là. Donc, on a plein de choses à faire pour améliorer les choses. L'une des causes d'embolie de la circulation, c'est aussi l'embolie des carrefours. Donc, on va remettre des agents de circulation, on va revoir des aménagements, on va remettre des voies de bus sécurisées. J'ai dit que j'allais remettre les 15 voies de bus les 15 lignes de bus les plus fréquentées en axe à haut niveau de service. Parce qu'un bus, non seulement ça le fait ralentir dans sa qualité de service, mais enfin ça en calmine tout aussi quand il est coincé au carrefour. Donc oui, nous avons des choses à faire pour améliorer les choses. Je le redis, je n'ai pas d'approche punitive en la matière, mais j'assume l'objectif de meilleure répartition de l'espace public entre ce qui est consacré à la voiture et son faible rendement, on va dire, compte tenu du fait que dans l'immense majorité, c'est des personnes seules dans des véhicules. Par rapport à la consommation d'espace public que ça peut avoir dans une ville qui est aujourd'hui largement sans voiture de la part des Parisiens eux-mêmes. Et là aussi, je veux dire que je ne néglige pas que Paris, c'est certains villages, mais c'est un grand village qui est la capitale de la France et que ça nous donne des droits, mais aussi des devoirs vis-à-vis du Grand Paris, etc. Mais là aussi, avec le levier du Grand Paris Express, avec le développement que nous allons continuer à accompagner, à sécuriser du vélo, la marche, qui est la première et la prioritaire des mobilités, etc., on peut continuer à transformer sans ou en veillant à ne pas rendre cela insoutenable, notamment sur le plan économique, ce qui m'importe de façon immense. Et le périphérique, vous voulez qu'il devienne un boulevard urbain? Ça veut dire quoi, un boulevard urbain? D'abord, ça veut dire que c'est une philosophie. Moi, j'en ai marre que beaucoup de camions de transit international passent tous par le périph' parce que nous avons un réseau autoroutier francilien gratos, y compris pour le transit international. Voilà. Donc, je le dis, nous avons des réflexions à mener de contournement. Mais à quel moment on pense que pour traverser l'agglomération de New York, il faut faire le tour de Manhattan? Ça n'a pas de... Vous voyez, je caricature, mais en fait, à peine. Comme on a des grandes pénétrantes qui ont été historiquement pensées urbainement pour venir dans le cœur de l'agglomération, tout le monde vient s'enquister sur le périphérique alors qu'il n'a pas besoin de passer par le périphérique. La A86 est déjà engorgée et ça ne peut pas redevenir le nouveau périphérique du Grand Paris. Je pense qu'il faudra un jour porter une infrastructure de contournement à l'échelle de la zone urbaine large. C'était d'ailleurs historiquement le projet sur la Francilienne et qui n'a jamais été poursuivi, achevé, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'utilisent le périphérique ceux qui n'ont pas le choix et qui ont besoin de le faire pour du banlieue à banlieue très proche, non distribué en transport en commun et les activités dessertent du cœur d'agglomération. On ne peut pas continuer à avoir des grands camions de transit poids lourd, de fret routier, qui passent tous par la A6, la A3, la A1 et par le périphérique parisien. Et à cet égard, avec à nouveau la livraison du Grand Paris Express, avec ces stratégies routières construites avec la préfecture région Île-de-France à l'échelle globale, nous avons un scénario de mutation du périphérique. Il va prendre très longtemps, mais nous allons commencer. Et je pense que c'est une fracture urbaine qui n'a plus sa place dans le cœur d'agglomération.
je prends probablement mon mandat ou mes mandats, je ne sais pas si j'en ferai plusieurs et je ne sais même pas si je serai élu, mais ça ne suffira pas. C'est sur une échelle à 40-50 ans, compte tenu du poids de cette infrastructure qui, je le rappelle, est pour partie en souterrain, pour une partie, au moins un tiers, en ouvrage aérien. Et imaginez détruire ça, ça va coûter des fortunes. Il va falloir le faire un jour, mais ça prendra énormément de temps. Mais ce qu'on veut, c'est signer une intention. Et je le redis, ce n'est pas un projet que nous portons seuls. Et jamais je ne présenterai, comme maire de Paris seul, un projet de transformation du périphérique en boulevard urbain. Je ne le présenterai que quand il sera co-signé et coporté par les maires de toutes les communes limitrophes qui, honnêtement, partagent les mêmes combats. Et dans le scénario de transformation du périphérique, on ne peut pas penser les scénarios de transformation du périphérique sans penser les grandes pénétrantes autoroutières à 13, à 14, à 1, à 3, à 6, qui viennent déverser des flots de voitures. Donc c'est un projet qu'on doit poursuivre, qui date d'il y a 15 ans. C'est le livre blanc sur les autoroutes du Grand Paris, c'est le livre blanc sur le périphérique ensuite. On va poursuivre ce travail avec une mise en scène symbolique qu'on portera avec les communes concernées, qui est à un moment donné, tout en gardant une large partie de l'infrastructure, de mettre un passage clouté, un feu rouge, une piste cyclable. Et vous laissez à 50 km/h? Oui, bien sûr. Pierre-Yves Bonnazet propose de laisser à 50 et de monter à 70, par exemple, la nuit ou le soir. Oui, je comprends la facilité, j'en vois la tentation, mais en l'occurrence, c'est fait pour lutter contre le bruit et contre la pollution. Et là aussi, vraiment, les plus grandes absurdités ont été formulées en expliquant qu'une voiture consomme moins à 80 et à 70 qu'à 50. Ce qui est vrai en pure théorie de laboratoire, mais ça s'appelle confondre la vitesse moyenne et la vitesse cinétique. C'est juste que pour arriver à 70, il faut accélérer. Et les effets d'accélération et de décélération, c'est ça qui pollue le plus et c'est ça qui crée de la congestion. Moi, je suis un gars de science et je n'ai pas d'avis, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas spécialiste du trafic routier, donc je regarde des évaluations qui sont faites. Si on voit que ça marche, on garde. Si on voit que ça ne marche pas, on réfléchit. En l'occurrence, les résultats sont plutôt convaincants. La vitesse moyenne sur le périphérique a augmenté et la congestion sur le périphérique a baissé, notamment en évitant les effets d'accordéon. Alors oui, je concède, pour avoir eu l'expérience une ou deux fois, que rouler à 50 km/h à 3 heures du mat sur le périph', c'est lent, hein. On a un sentiment de solitude. Oui. D'accord, je le sais. Simplement, c'est la nuit que le résultat est le plus spectaculaire en matière de baisse de bruit. On a perdu 2,5 décibels, ce qui pour les centaines de milliers de personnes qui habitent à côté du périphérique. De part et d'autre, dans la bande de largeur de 200 mètres à Paris et à l'extérieur de Paris, il y a 500 000 personnes qui habitent autour de ce périphérique, 2 tiers à Paris, 1 tiers en première couronne. Ce sont des gens dont on améliore peu à peu la qualité de vie. Parce que si la pollution a beaucoup baissé à Paris, moins 50% en 10 ans, il reste que quelques axes noirs et le périphérique en est le principal avec des nœuds qui sont vraiment continuent à exposer les populations à un niveau de pollution insoutenable à Bercy, porte de Bercy, porte de Bagnolet, enfin dès qu'il y a une porte, mais en particulier sur ces grands échangeurs qui sont connectés à des autoroutes. Donc moi, je suis quelqu'un qui a une vision claire de ce que nous devons faire, et c'est ce que je propose aux Parisiens, et puis après, chacun est libre d'y adhérer ou pas, mais on va le faire avec méthode, avec de l'évaluation, avec des études d'impact, pour faire en sorte de vérifier que quand on fait une chose, elle sert bien à ce à quoi on avait pensé. Je vous propose maintenant de parler des commerces et de l'attractivité économique de Paris. Tout d'abord, les commerces. Donc, ils disparaissent un à un. La vacance commerciale progresse. On est à moins 12% en tout cas sur 15 ans. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement protéger ces commerces ? D'abord, vous avez raison, c'est alarmant, c'est mondial. La crise du retail est mondiale et moins grave à Paris qu'ailleurs, en réalité. Paris reste la ville où il y a le plus de commerce au monde en termes de densité. Mais il y a des secteurs entiers qui ont été défractés par les modes de consommation. Moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est les pistes cyclables, etc. Mais non, les spécialistes savent que ce n'est pas ça. Les secteurs qui ont été défractés, c'est d'abord le textile. On a transféré des masses monétaires vertigineuses depuis les commerces physiques vers les plateformes numériques. Ce n'est pas de l'argent magique ou spontané, c'est des transferts. Et donc ça a entraîné non seulement une crise mondiale du retail, parce que cette crise elle est mondiale, les centres américains, les grands malls américains, je ne parle même pas des centres-villes puisqu'ils n'avaient pas une culture de centre-ville, mais les grands malls américains ont les mêmes souffrances structurelles du fait de la crise du retail. C'est particulièrement disgracieux et pénible pour la vie quotidienne. D'abord parce que le commerce est consubstantiel de l'art de vivre à la parisienne et de son extrême densité. Et deuxièmement parce que des dérives de monoactivité ont créé des taux de vacances qui sont très variables en fonction des linéaires. Qu'est-ce qui est touché ? Il y a des secteurs où on est à 20% de vacances, c'est Rennes, Saint-Michel, Alésia, enfin Général Leclerc. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de spécialisation textile et que là-dessus,
le middle market s'est effondré, évidemment. Et bien ça tue les commerces de proximité à Paris, mais ça a tué toutes les chaînes qui habillent, Camaïeu, enfin toutes ces chaînes qu'on connaissait il y a 10-15 ans et qui faisaient le marché du textile bon marché dans notre pays. Et je dis d'ailleurs que c'est un enjeu qui ne met pas seulement en question les commerces de proximité. Le commerce de proximité n'est que la partie visible de la déstructuration profonde de filières industrielles entières dans lequel je considère que les autorités européennes manquent de vigilance dans la relation commerciale bilatérale. Donc qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Moi, je le dis d'abord, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas changer les modes de consommation à la place des gens. Si les gens aiment leur commerce, il faut qu'ils y fassent leurs courses. Voilà. Et je suis désolé, mais moi, un boucher qui ne vend pas de viande, il ne vit pas. Un boulanger qui ne vend pas de pain, il ne vit pas. Et un vendeur de vêtements qui ne vend pas de vêtements, il ne vit pas. Et donc, on peut faire des choses protectrice au titre de l'intérêt général que représente une activité commerciale. On l'a fait depuis longtemps, sous Bertrand Delanoë, sur notamment les commerces culturels. Et je vous assure qu'en matière commerciale, le plan local d'urbanisme bioclimatique a poussé tous les curseurs le plus loin possible. Protection des destinations, des activités, des commerces culturels, disquaires. Donc ça, c'est une arme anti-spéculative. Vous mettez une prescription localisée. Alors vous allez me dire c'est attentatoire au droit de propriété, oui, mais c'est ainsi, pour protéger la destination culturelle, et notamment c'est utilisé pour les librairies, et on fait de l'action foncière. L'action foncière, c'est plusieurs choses, c'est acheter des murs et louer à qui on veut, et deuxièmement, acheter, parce que ça c'est un nouvel outil, la préemption des baux commerciaux, on préempte les baux commerciaux, et là aussi on les affecte, sur appel à projet, à des activités particulière. Il faut qu'on défende les commerces. Ce sera aussi l'occasion de développer de nouvelles activités en pied d'immeuble. J'ai eu ce débat avec les avocats, avec le bâtonnier et ses équipes. Moi, je pense qu'il faut essayer aussi, et là ça rejoint le sujet du logement, de faire redescendre des étages un certain nombre d'activités, parce que ça permettra de remettre les activités sur le marché du logement, enfin les locaux sur le marché du logement. Et deuxièmement, il y a un problème d'accessibilité, notamment sur les professions médicales. On a déverrouillé tous les changements de destination à leur profit sur les pieds d'immeubles pour la transformation de la destination commerce vers les activités libérales. Ça, c'est plus facilement accessible parce que le haussmannien, c'est très beau, mais enfin, en chaise roulante, c'est pas terrible. Donc on a quand même veillé aussi à un usage diversifié de ces socles d'immeubles. Pour les avocats, c'est plus compliqué parce qu'il y a des raisons de confidentialité, etc. Mais j'imagine que certains professionnels l'accepteront, en tout cas l'envisageront. Donc on va faire de l'action foncière, mais je veux redire avec honnêteté, si on veut des commerces, il faut qu'on sensibilise aussi l'opinion sur le danger de l'achat massif par Internet, sans discernement, sans contrôle, avec des fraudes massives, de la contrefaçon. Enfin, nous acceptons sur Internet ce que nous avons mis des dizaines d'années, si ce n'est pas des centaines d'années, à protéger au point de vue de la propriété intellectuelle, au point de vue du droit des salariés, du droit des travailleurs, du droit de l'environnement. Et bien ça, je ne l'accepte pas. Et le maire de Paris, je pense, aura un rôle à y jouer en termes de plaidoyer avec les maires des grandes villes, parce que j'en ai parlé avec le maire de Rome, avec le maire de Londres, avec le maire de Barcelone. Nous avons à peu près les mêmes problèmes quand on parle de logement, de commerce, de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Sur l'attractivité économique, vous promettez, vous, maire de gauche, si vous êtes élu, maire pro-business. Vous voulez être un maire pro-business. Comment vous êtes un maire pro-business ? Qu'est-ce que vous allez faire pour favoriser les entreprises ? Alors, favoriser, ce n'est pas mon rôle de favoriser les entreprises en général, mais en gros, je suis quand même un élu de gauche qui considère que pour partager de la valeur, il faut créer de la valeur. Ça paraît banal, mais c'est gauche. C'est de gauche parce que les autres racontent n'importe quoi. On ne partage pas de la valeur quand elle n'existe pas. Voilà. Donc, évidemment, et je le dis parce que Paris a une capacité exceptionnelle pour ça, qui est plus liée à son héritage urbain qu'à notre talent, mais sa compacité nous permet vraiment d'avoir un écosystème qui est dynamique sur le plan économique et en même temps vertueux sur le plan environnemental. Et donc, je pense qu'on peut créer un chemin unique de prospérité partagé et exemplaire, ou en tout cas aussi exemplaire que peut l'être une activité humaine, qui par définition impose une empreinte à la planète, parce que nous avons des caractéristiques de base qui sont extrêmement favorables à ça. Moi d'abord, mon obsession, c'est la mutation du monde du travail. Je le dis à une profession qui va elle-même être bousculée par cela. Ma préoccupation, c'est que l'intelligence artificielle va engendrer des gains de productivité qui vont venir frapper brutalement des emplois à forte valeur ajoutée. C'est valable dans le notariat, je le pense, c'est valable dans l'architecture, c'est valable dans les fonctions juridiques, c'est valable dans les industries culturelles et créatives.
et il ne faut pas se battre contre le sens du vent, il va y avoir des mutations profondes. Et donc c'est un enjeu majeur que notre pays, au-delà de Paris, que notre pays se saisisse des futurs secteurs qui vont créer de l'emploi. Et donc il faut massivement engager des moyens publics dans la bataille de l'économie de la connaissance, dans l'innovation, dans la recherche, dans l'enseignement supérieur. Et honnêtement, pour vous dire, le grand sacrifié des 5 dernières années, c'est vraiment ça, pour le coup. C'est vraiment ça. Et donc, je le ferai à la modeste place qui est la mienne, de maire. Parce qu'un maire ne peut pas se remplacer une région ou l'État. Mais on peut aligner nos forces. Nous, les maires, on peut mettre en place des stratégies foncières, de la prescription localisée protectrice de la destination d'enseignement supérieur, créer toutes les aménités indispensables au grand campus urbain contemporain, des logements étudiants, des loisirs, de l'accompagnement, des mobilités, etc. Bref, j'ai dit que je voulais que nous fassions du Grand Paris la plus grande région universitaire d'enseignement supérieur et de recherche du monde. Et je crois qu'il en va de l'avenir de notre ville, mais aussi de l'avenir de notre pays. Donc plus de business, plus d'entreprises aussi. Ça veut dire plus d'argent pour, par exemple, diminuer la dette, essayer de maîtriser cette dette qui est quand même très importante. Donc 10 milliards quand même, le double par rapport à 2014. D'abord, il faudrait que le législateur intéresse les maires à l'activité économique de leur territoire, ce qui n'est plus le cas. Voilà, donc c'est le premier sujet. Il y a une forme de schizophrénie absolue. Les maires aujourd'hui sont incités à ne rien faire. Parce qu'en gros, quand ils font quelque chose, ils génèrent de la dépense et aucune recette. C'est quand vous attirez une usine, vous n'avez plus de recettes. Par contre, vous avez les dépenses qui vont avec. Il faut faire une école, faire des routes, etc. Peu importe la collectivité territoriale. La dette de la ville de Paris, elle pose pas de problème de soutenabilité. Les agences de notation y veillent, etc. C'est quand même 10 milliards, c'est pas rien. Mais cette phrase, pardon, mais n'a pas de sens. Ça dépend combien on gagne, moi, je connais des gens qui, à 10 000 euros, sont en surendettement et des gens qui, à 1 milliard d'euros, ne sont pas surendettés. Ça dépend de pourquoi faire et quelle est la capacité de remboursement. C'est valable pour un foyer comme c'est valable pour une organisation privée ou pour une entreprise. Il y a des entreprises à 100 000 euros de dette, elles sont exsangues, et il y a des entreprises, elles peuvent avoir 10 milliards de dettes et c'est pas grave. C'est parce que ça dépend vraiment de quoi on parle et d'où on parle. La question de la dette, c'est sur le plan financier, est-ce qu'on est capable de la rembourser? Et les agences de notation disent avec certitude que oui. Et je le dis aux spécialistes de la salle, on emprunte en obligations assimilables au Trésor avec 9 points de base de différence. Honnêtement, le seul truc qui nous met en risque, c'est plutôt la mauvaise santé financière de l'État plutôt que la d'autres. C'est ça, hein. Quand on est dégradé, c'est parce que l'État a été dégradé. Donc, hein. Deuxième chose, il faut que ce soit utile quand même. C'est ça le vrai débat démocratique. Est-ce que les investissements que nous faisons sont utiles ou pas? Et j'ai dit que je changerais effectivement de stratégie financière, que je veux beaucoup plus financer les investissements par de l'autofinancement et moins par de l'endettement. Ça veut dire passer à 80% d'autofinancement des investissements. C'est d'abord faire des économies pour dégager des excédents budgétaires. On est repassé en 2025, qui a été une bonne année de redressement des droits de mutation, et vous en êtes des observateurs comme nous, quand même, plutôt pas mal. C'est moins pire. Oui, c'est moins pire, ce qui prouve que ce sera mieux demain. C'est de bon augure. Mais en gros, il y a quand même eu un redressement des droits de mutation, même si on n'est pas revenu aux grandes années. On dégage 780 millions d'euros d'excédent budgétaire sur 2025. Et j'ai pris, en gros, ma stratégie financière, c'est de dégager 800 millions d'excédents au début de la mandature et tendre vers le milliard à la fin. Et deuxièmement, des cessions d'actifs. Le patrimoine de la ville de Paris, il est passé de 24 milliards d'euros à 47 milliards d'euros entre 2014 et 2026, selon un principe assez simple. C'est que l'intégralité de notre dette, c'est de l'investissement, et la quasi-totalité de notre investissement, c'est de la pierre, des logements sociaux, des crèches, des bibliothèques, etc. Ce n'est pas liquide autant qu'un actif immobilier spéculatif. Enfin, ça a de la valeur en pied de bilan, et ça, c'est mesuré par la rigueur de la Cour des comptes et par notre commissaire aux comptes. Et donc, on a une valeur. Et par ailleurs, Paris a une richesse structurelle qui, aujourd'hui, n'inquiète personne. Donc, mais on va vendre des actifs qui ne sont pas essentiels. J'en ai cité un symbolique, même si ce n'est pas celui qui suffira à lui tout seul, c'est le Parc des Princes. Moi, je n'ai pas l'intention de dépenser de l'argent public pour entretenir et reconstruire un stade de foot professionnel dont l'actionnaire est tout à fait prêt à le prendre en charge, et avec les protections patrimoniales qu'il faut et tout ça, pour remettre l'argent où c'est plus utile. Ça nous permettra de continuer à investir en s'endettant moins.
Allez, avant de prendre vos questions, on va se projeter à l'horizon 2040. Et pourquoi 2040, Pierre Tarade? Pourquoi 2040 ? C'est parce qu'ici, on est chez les notaires, que les notaires, ils sont toujours, je disais, au cœur de la société. Et ils le sont, on est aussi au Place du Châtelet depuis le XIIIe siècle. On n'a pas bougé, mais si on n'a pas bougé, c'est qu'on a bougé tout le temps, qu'on a évolué tout le temps. Et donc la question que je me suis posée quand j'ai commencé mon mandat ici, c'est de réfléchir à l'horizon 2040. Alors 2040, on me demande de temps en temps pourquoi. Alors je dis à titre de boutade que c'est parce qu'on s'en fiche comme de l'an 40, mais qu'on ne devrait pas s'en ficher, je ne sais pas comment on dit. C'est surtout que c'est l'âge auquel le notaire moyen, aujourd'hui le notaire moyen il a 45 ans à Paris. Le notaire moyen, en l'an 40, il sera encore là. Mais il sera en train de penser à la transmission de son office à son successeur. C'est une logique de notaire de penser à transmettre, de penser à son suivant. Et donc, ça ne marche pas comme ça en politique. Ah, il peut y avoir des surprises quand même aussi chez nous. Mais la question, c'est effectivement se projeter. Vous avez parlé de l'IA tout à l'heure, qui n'est pas 2040, qui est demain si ce n'est pas aujourd'hui. Mais il y a énormément de choses qui vont bouger dans l'écosystème, que ce soit la ville, que ce soit la société, les familles, la façon dont on travaille, la façon dont on se déplace. Toutes ces questions-là qui... Effectivement, le rapport à l'autorité, le rapport à la vérité, c'est un sujet important pour nous les notaires qui sommes des marchands de vérité, quelque part. Un acte authentique, c'est la vérité juridique. Eh bien, tout ça va bouger, et donc on se projette dans ce temps long pour savoir ce qui va se passer. Et donc, je vous passe le relais. 2040, c'est un peu plus que 2 mandats, mais pourquoi pas? Quelle ville de Paris vous transmettrez à vos successeurs, quels qu'ils soient? Écoutez, on mesure, je disais en boutade, comment on sait qu'on réussit un mandat? C'est quand 2 ans après être parti, les gens disent « je vous regrette ». Parce que vous savez qu'en politique, on est rarement remercié de son vivant politique, comme on dit. Mais c'est ainsi. Moi, écoutez, j'ai quelques objectifs structurants. C'est d'abord que Paris reste dans le top mondial en matière d'attractivité économique, culturelle. C'est ça un enjeu majeur. Que je ne veux pas limiter au tourisme, parce que le risque, c'est que si ça coince un peu sur l'économie, le tourisme monte en puissance, mais c'est substitutif et ça change la nature de la ville, etc. La deuxième chose, c'est que nous protégions comme la prunelle de nos yeux sa diversité sociologique. Et je le dis avec un immense respect et une immense affection pour tous les Parisiens dans leur profil, peu importe qu'ils soient mes électeurs ou pas. C'est une singularité quasi unique au monde, d'avoir une ville-monde où il y a un peu de tout le monde qui y habite, avec les avantages et les inconvénients de la chose. Et protéger ça, c'est important parce que c'est vraiment au cœur de la créativité de notre ville, au cœur de sa dimension symbolique et créative. Ça passe évidemment par de l'intervention publique protectrice des mouvements ou des excès spéculatifs du marché. Et ensuite, j'ai quelques missions dans l'histoire que je me fixe et que je vous livre en toute honnêteté. La première, c'est de faire rentrer cette métropole dans la gouvernance du XXIe siècle. Nous avons plusieurs dizaines d'années de retard par rapport au Grand Londres, à New York, à Tokyo et à Berlin. Et ça va, ça suffit. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Et je proposerai de la méthode pour qu'on en discute et qu'on y travaille. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est de retisser le lien entre Paris et le pays. Pourquoi je dis ça? C'est que moi, je ne suis pas parisien, je n'ai pas la chance d'y être né, mais j'ai beaucoup de plaisir à être né en Seine-Saint-Denis, que j'adore, et j'ai vécu longtemps à la campagne, moi, quand j'étais ado. J'aime profondément mon pays, j'aime profondément ma ville, et je veux que notre ville, Paris, reste le symbole de la méritocratie, de l'ascension sociale et de la réussite, et de l'émancipation. Peu importe qu'on s'y déploie pour les études, pour le boulot, etc., mais je veux que les Français soient fiers d'envoyer leurs enfants à Paris, mais comme ils sont fiers de le faire dans les autres grandes villes. Mais or, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, Paris, de façon un peu injuste d'ailleurs, compte tenu de sa diversité sociologique, représente dans l'imaginaire national une forme de sécession des élites. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est bon ni pour le pays, ni pour Paris. Et donc, si je dois prendre du temps pour retisser le lien entre notre ville et les territoires profonds de notre pays que j'affectionne immensément, je vais le faire. Je vais moins voyager à l'étranger, mais je vais aller beaucoup à la campagne, dans les petites villes, regarder ce qu'ils font, comprendre pourquoi ça coince, pourquoi... moi, ce que je veux, c'est que tout le monde se dise cette ville est géniale et j'y ai ma place, j'y ai ma chance. Et si à la fin en 2040, j'ai fait ça, ce sera déjà pas mal.
On va prendre quelques questions rapidement, parce que vous êtes pressés ensuite. Est-ce qu'il y a des questions tout d'abord dans la salle, avant qu'on passe aux questions en distanciel? Oui, monsieur, prenez un micro. Question rapide et réponse rapide. C'est pour vous, c'est pour que vous soyez à l'heure pour le prochain rendez-vous. Bonsoir. J'ai entendu dans votre programme les 1000 rues qui seraient fermées pour faire des rues fermées. Je trouve ça ultra cool la journée. En revanche, la nuit, je trouve que c'est plutôt Bagdad, ces rues-là. Et le matin, quand on va bosser, il y a souvent des tessons de bouteilles et des boîtes de kebab et bien entendu des tentes. Et je glisse sur ma question. Quand je suis venu ce soir, je suis passé avenue Victoria, au pied de la Chambre, devant 6 ou 7 tentes. Est-ce que vous avez prévu... Et donc, on n'est pas à Stalingrad, hein, on est avenue Victoria. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ces tentes qui se sont multipliées ces dernières années et qu'on a vu fleurir partout? Alors, ces tentes, qu'est-ce qu'on... Sauf pendant les JO. Sauf pendant les JO. Oui, d'ailleurs, ça prouve que quand l'action publique veut le faire, elle le fait. Et en l'occurrence, c'est la compétence de l'État. Mais je ne vais pas vous répondre que c'est la faute de l'État, c'est sa faute. Incontestablement, la loi fixe les missions d'hébergement d'urgence. Ce n'est pas une compétence des villes, c'est une compétence de l'État. C'est insupportable pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan humanitaire et humain, je crois que personne ne se satisfait de dormir dans une tente, quand bien même c'est au pied de la Chambre des notaires. Deuxième chose, ce sont des gens qui aussi sont victimes d'une forme pas de cynisme, mais enfin de malaise de l'État à affronter de façon sérieuse le problème et le sujet de la gestion des flux migratoires, y compris jusqu'aux plus extravagantes propositions, les renvoyer dans leur pays, mais personne ne les reprendra. Personne. Ils sont là, ils vont rester là. Et notre pays a été confronté bien moins que d'autres à des volumes de flux migratoires. Il y en a très peu. On parle de quelques centaines de personnes, quelques milliers à l'échelle de Paris maximum. Donc moi, j'ai prévu un plan de mise à l'abri de 4000 personnes qui repose sur un engagement précis dès l'hiver 2026. C'est 0 enfant dans la rue, parce que dans ces tentes, il y a aussi des enfants. Voilà. Et ça, c'est pas acceptable. Enfin, moi, ma conception de la vie, c'est que ce n'est pas acceptable, y compris dans mon obsession d'arracher les enfants à n'être que les victimes du hasard plus que du mérite. Ensuite, de monter en puissance progressivement, et je n'ai pas de baguette magique, donc il faudra le faire. J'ai porté moi-même une proposition de loi pour mettre à l'abri les jeunes en recours qui, eux, ont en plus la malchance de n'être ni mineurs, ni majeurs, ni bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, ni des dispositifs de droit commun d'urgence. Et pourquoi je veux le faire, c'est que par ailleurs, je pense que c'est du carburant à l'extrême droite. Parce que quand vous voyez les temps dans l'espace public, vous accréditez l'idée qu'il y a une submersion migratoire, qu'on ne sait plus rien gérer, que c'est le bazar, y compris, là pour le coup, je le dis, dans le cynisme de la mise en scène d'ex-ministres qui viennent accabler la municipalité des maux dont ils sont la cause. Enfin, c'est comme si moi j'allais dans un foyer de l'ASE, qui est la compétence du département, en accablant le gouvernement. Voilà, c'est vraiment, je le dis un peu, c'est une campagne, après tout, on se dit des choses. L'État ne sait pas faire, l'État ne veut pas faire. Il le fait. L'État fait beaucoup, hein. Je ne dis pas que l'État fait rien, l'État fait énormément sur l'hébergement d'urgence, mais il ne le fait pas sur quelques segments de population. Il sait mal prendre en charge la très grande précarité, sur lesquels les sujets de santé mentale, d'addiction sont majeurs. Il ne sait pas le faire sur les sans-papiers, parce qu'il dit ces gens-là n'y sont pas éligibles, ils n'ont pas le droit d'être là, donc ils n'ont qu'à repartir, sauf qu'ils ne repartent pas. Et il ne sait pas le faire sur les jeunes en recours, c'est-à-dire les jeunes qui disent être mineurs, mais qui ne sont pas reconnus comme tels à la première évaluation et qui sont laissés dans les rues. C'est ceux qui on les connaît par cœur, c'est ceux qui sont sur le secteur Pont-Marie, Henri IV, Bourdon et Quai de Seine. Sur les sans-papiers et les primo-arrivants, c'est l'axe qui va de Colonel Fabien jusqu'à Barbès-Rochechouart. Voilà. Et ensuite, vous avez les tentes un peu disséminées qui sont plutôt des profils de SDF dans une habitude qui n'existait pas il y a 15 ans, mais qui s'est développée depuis les opérations de Robin des Toits, notamment sur le canal Saint-Martin, qui est de leur fournir et eux-mêmes en acheter, parce que parfois ils les achètent eux-mêmes, des petites tentes de marques célèbres que vous connaissez, qui sont faciles à monter, à démonter, et c'est pour ça que ça s'est développé, et sur lequel il n'y a pas d'éviction d'espace public. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? En distanciel, une question pour le 15e arrondissement. Qu'allez-vous faire pour remplir la tour Triangle ? D'abord, ce n'est pas mon sujet, parce que ça appartient à un privé, et je sais qu'il y a un preneur. Donc, je ne crois pas que c'est le propriétaire de cette tour, puisque c'est une tour à bail amphithéotique, hein, mais on ne sera plus là les uns les autres
pour faire le bilan à la fin du bail emphytéotique, mais il y a un preneur. C'est une tour qui est l'héritage d'un urbanisme d'ambition, de signature de polarité urbaine, etc. Sur celle qui était prévue, il n'y en a que 3 qui seront sorties, le TGI, enfin le tribunal des Batignolles, les tours du Haut, et la dernière, c'est la tour Triangle. Mon PLU bioclimatique a verrouillé cela et le rend désormais impossible. Moi-même, j'étais historiquement très favorable aux tours. Je trouve que ce sont des beaux objets urbains, avec beaucoup de doigté à Paris, parce que le vélum parisien fait que c'est seulement les secteurs de porte qui pouvaient le permettre. Je ne suis pas très fan de la tour Montparnasse, même si avec la rénovation, peut-être, j'espère qu'elle sera plus jolie. Et donc, dans la tour Triangle, il y aura une crèche, il y aura un hôtel, et il y aura des bureaux, et je crois comprendre qu'il y a un preneur, et elle sera inaugurée bientôt. Et vous verrez que tous les contempteurs de la tour Triangle seront présents pour la photo quand il faudra l'inaugurer. On vous remercie beaucoup, Emmanuel Grégoire. On vous Merci applaudit. à vous. Merci infiniment. Beaucoup. Merci à tous. Et prochain rendez-vous avec Thierry Mariani, ça sera mardi prochain à 18h. Bonne soirée.